Merci beaucoup, merci pour votre accueil. J'ai effectivement la joie ce soir de vous présenter une petite église et comme vous voyez, c'est un titre assez sobre. Je présente Saint-Louis-en-l'Île, une église en chantier. C'est un titre simple pour une église qui passe un peu inaperçue et je pense que c'est une chose dommage. Donc je suis très honorée de pouvoir la présenter pour vous aujourd'hui, d'autant que nous sommes ici dans l'hôtel de paroissiens de cette église, comme vous avez rappelé. C'est une église paroissiale, c'est donc l'église du quartier, et vous savez qu'ici nous sommes dans un quartier très particulier puisque c'est l'île Saint-Louis. Et justement, les églises paroissiales ont une caractéristique parmi d'autres, qui est d'être construites par et pour les paroissiens. Alors, je vais revenir un petit peu sur cette notion-là, qui est plus complexe que ce que j'en dis là maintenant, mais c'est tout à fait certain que les personnes qui ont habité cet hôtel ont probablement été dans cette église, probablement même donné des sous pour la construction de cette église qui s'est donc déroulée entre le XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Je pense que parmi les habitants de l'hôtel Lauzun, la famille Augier a peut-être plus fréquenté la paroisse que les autres. On sait notamment que la femme de Pierre-François était enterrée, Augier a été enterrée dans l'église en 1722. Cet attachement, si vous voulez, des habitants à cette église justifie une construction qui aura un résultat, je pense, beau, mais qui sera une construction assez fastidieuse. Et donc, je vais revenir sur les différents moments de ce chantier, puisque donc effectivement, j'ai consacré ma thèse au chantier d'église paroissiale de cette époque à Paris, dont Saint-Louis-en-l'Île, mais pas seulement. Et ce qui est intéressant, c'est que à travers l'histoire de la construction, on peut vraiment apprendre à regarder un édifice. Donc cette conférence ne peut pas se faire si vous n'allez pas tout de suite après, enfin demain, puisque je pense qu'elle sera fermée, nous sommes tard, voir l'église elle-même et la regarder par vos propres yeux. Cette invitation, si vous voulez, à voir, donc, m'obligera, puisque le temps est assez court, de me concentrer bien sûr uniquement sur l'architecture. Donc, je n'évoquerai en aucune manière le décor, qui est pourtant très important, qu'il soit architectural ou même postérieur. Donc, je me concentrerai uniquement sur des aspects vraiment typiquement constructifs sur un chantier. Donc, je vous ai mis des dates, mais en réalité, il ne faut pas s'y fier de manière scrupuleuse. Je vous ai mis les dates de 1623 à 1765. Ce sont les dates extrêmes de l'action constructive sur ce chantier, mais il n'a pas été continu, ce chantier, bien évidemment. On parlera plutôt d'un chantier pérenne, c'est-à-dire qu'il est en permanence relancé avec des vagues où il ne se passe rien. Donc, je suivrai en cela un plan très simple, un plan chronologique, à deux exceptions près, où je me concentrerai à la fin sur le problème de la façade et du clocher. Comme vous le savez, la construction, l'urbanisation de l'île Saint-Louis démarre en 1614 et la première mention de l'édifice, en tout cas d'une communauté paroissiale, remonte à 1622. Je fais un point juste là-dessus. Il n'y a pas eu d'église avant, et ça c'est Maurice Dumoulin qui l'a démontré. Alors ça me permet juste, voilà, vous avez l'île Saint-Louis que je ne vous présente plus, et vous voyez bien donc l'église qui est en plein milieu.
qui est vraiment donc l'église de ce quartier. Rapidement, simplement pour préciser la bibliographie, je ne vais pas vous détailler, j'ai même dû sélectionner un peu. Il y a quand même eu des études qui ont été faites sur Saint-Louis-en-Lille, mais je signalerai parmi les quelques études qu'il y a le travail de Mireille Rambaud, publié dans les Cahiers de la Rotonde de la Commission du Vieux Paris en 1982, qui est un article fondamental qui a ressorti, enfin qui a même découvert des archives tout à fait importante, permettant d'attribuer la construction du chœur à François Levaux notamment. Néanmoins, je le signale, c'est un problème d'édition et non pas d'érudition. Il y a de nombreuses coquilles dans cet article qui m'ont obligé à m'arracher un petit peu les cheveux pour retrouver les bonnes cotes et les bonnes dates. Donc, en tant que tel, il est tout à fait juste, mais les coquilles ont pu un petit peu perdre les chercheurs par la suite. Cet article vraiment est tout à fait important et je suis partie de cet article en corrigeant les coquilles pour effectivement extraire le propos de ce soir. Donc, comme je vous le disais, les débuts de cette église commencent par une pétition. Peut-être parce qu'en France, on aime bien ça. Mais en tout cas, vous avez ici le revers de cette pétition envoyée aux chanoines de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont dépend l'île Saint-Louis. Et cette pétition a pour but justement de demander une église paroissiale pour les habitants de l'île Saint-Louis qui ne souhaitent pas traverser la Seine, que ce soit pour la rive gauche ou pour la rive droite, afin de recevoir les sacrements de l'Église, notamment le baptême ou les mariages, qui est un peu la raison d'être de ces églises paroissiales, et également aussi de pouvoir y être enterrés. Je n'aurai pas l'occasion d'y revenir beaucoup, mais il y a bien sûr un cimetière à proximité de l'édifice, et beaucoup de paroissiens y sont enterrés, comme c'est la tradition jusque dans les dernières années du XVIIIe siècle. Donc vous avez ici cette petite représentation de ce qui pourrait être la première chapelle, qui, vous voyez, est orientée au sud. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à bien vous situer. Et qui correspond, en fait, par rapport à l'église d'aujourd'hui, aux deux dernières travées de la nef. Je reviendrai, je vous montrerai un plan qui, donc, puisqu'on en a une trace en archive, de cette première chapelle qui, après la pétition de mars 1622, va donc initier, si vous voulez, un début, un embryon d'église paroissiale, une petite chapelle, puis ensuite l'église que nous connaissons plus tard. Oui, c'est ça. L'élément, si vous voulez, qui va un petit peu changer la donne, c'est le don d'un paroissien, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Jean-Baptiste Lambert, celui de l'hôtel particulier que nous connaissons, qui, à sa mort, donc, lègue une forte somme dédiée justement à la construction d'une nouvelle et grande église paroissiale, qui puisse donc être à la hauteur de cette nouvelle paroisse en réalité. Ce don-là a lieu donc en 1600, à partir de 1642, puisque Jean-Baptiste Lambert décède à cette date-là, et il semblerait que dans les années qui suivent, assez rapidement, les travaux de fondation sont engagés. Il va y avoir à partir de ce moment-là un problème. Vous le savez comme moi, nous sommes sur une île et clairement, quand on voit les archives de ce qu'il nous en reste, on comprend bien qu'entre 1644, qui est la date avancée pour la pose des premières fondations, sans certitude mais approximative, et la date de la pose de la première pierre qui est en 1664, s'écoule donc, comme vous voyez, 20 ans où on va tenter de poser les fondations de cette église. Alors, ce qu'il s'est passé, ce que les archives nous disent, c'est qu'en 1647, donc vous voyez très peu de temps après,
le mur du voisin Esselin, dont il y avait l'hôtel particulier, s'effondre à cause justement des creusements que le maçon a fait pour poser les fondations. Donc s'ensuit évidemment un procès qui va durer 5 ans, évidemment, et ce procès va bien sûr entraîner des frais et suspendre a priori de facto le chantier. En 1652, le procès est terminé, on relance les travaux. Sauf qu'en 1658, il y a une grande crue de la Seine qui va emporter notamment une partie du Pont-Marie, comme vous le savez sans doute, et donc a priori rebelote. Le chantier est plus ou moins arrêté et les fondations posent encore problème. Je vous ai mis justement une illustration de l'encyclopédie, alors qui vaut pour une pile de pont, mais je pense qu'elle est assez parlante pour que vous puissiez comprendre le travail qui a été fait pour poser les fondations, qui est un travail extrêmement important. Vous voyez, on plante des pieux qu'on appelle des pilotis, et ensuite on pose ce radier, vous voyez, de bois qui ressemble un peu à une scène de voilà, posée en parquet, si vous voulez, qui donc est posé sur les pilotis avec cet engin très très important qui donc permet de solidifier, bien sûr, le sol des fondations. Sauf qu'en terrain meuble, la question évidemment est beaucoup plus compliquée. Il semblerait, de ce qu'en dit Alexandre Kojano, que l'île Saint-Louis n'est pas particulièrement construite sur pilotis, mais l'église Saint-Louis-en-l'Île serait une exception. Ça reste a priori à confirmer, mais en tout cas pour Saint-Louis-en-l'Île, on a plusieurs contrats pour ces pilotis, qui donc clairement ne parviennent pas pendant presque au moins 15 ans à arriver à un sol suffisamment solide pour qu'on puisse commencer à poser les murs. La troisième reprise et dernière reprise des fondations, ce sera en 1664, au début de l'année, en mars très exactement. On a toute une série de contrats pour des pilotis, du moellon et du libage, donc des éléments pour renforcer les sols, et on va pouvoir à ce moment-là poser donc la première pierre le 1er octobre 1664. C'est l'archevêque de Beaumont, l'évêque de Paris, qui va justement donc poser cette fameuse première pierre qui aura mis presque 20 ans à trouver une assise stable. Ce chantier va se concentrer sur le chœur. L'architecte qui va le faire est François Levaux, à ne pas confondre avec Louis Levaux. Mais vous savez certainement que les deux frères sont habitants de l'île Saint-Louis. Toute la famille Levaux est à quelques hôtels particuliers plus loin de cette rue. Et vous le voyez ici représenté donc avec son père, Louis Levaux, ce qui a aussi entraîné Louis I, quelques confusions. Ce tableau a été attribué par Alexandre Kojano, qui reconnaît très certainement le portrait du jeune François Levaux. Je ne m'attarderai pas sur cette figure qui a construit un certain nombre de châteaux et d'hôtels particuliers, mais qui attend encore une étude concrète. Mais nous sommes tout à fait certains que c'est lui qui a dressé les dessins pour la construction du chœur et du transept et vérifié les mémoires de maçonnerie. Donc vous le voyez ici, donc à droite. Et justement, voilà ce à quoi nous avons à faire. Ici, c'est un dessin de 1669, mais elle donne à peu près l'état d'avancement des travaux. Et nous avons la partie qui est en noir, le transept à peu près actuel, à peu de choses près. Et sur la gauche, vous avez l'ancienne chapelle, la petite chapelle de 1623, où il faut que vous puissiez voir un petit détail qui n'est pas sur le plan, c'est l'abside que nous retrouvons ici, voilà, qui n'a pas été représentée sur le plan, mais on voit le départ, vous voyez, de l'abside ici. Et donc, c'est là, vous avez ici la chapelle d'origine, et à côté, la nouvelle église en cours de construction, le chœur est ici, qui est déjà, vous voyez, en 1669, donc 3 ans après le début des travaux, qui est
relativement bien avancé. Peut-être pour vous repérer un petit peu mieux, voilà, j'ai mis une superposition d'un plan du début du XVIIIe siècle avec, donc qui correspond à l'église actuelle. Donc vous voyez ici le transept au centre, et là au niveau de la nef, où sont les piliers en rouge, vous avez donc la petite chapelle d'origine. Voilà. Et donc, ce qui est en cours de construction, c'est le chœur que vous avez ici, pour lequel donc François Levaux donne les différents dessins. François Levaux, je l'ai dit, est paroissien. Il habite aussi sur le territoire, et en plus, il va demander à ne pas être payé. Donc, pour le remercier, on lui concède un banc en remerciement de ses bons services. Néanmoins, il y aura une expertise qui va un petit peu poser des problèmes vis-à-vis de François Levaux, puisqu'il a été assez peu présent sur le chantier, et il y a eu des défauts de construction qui sont repérés et pointés du doigt par l'expertise, qui a été retrouvée par Mireille Rambaud il y a déjà un certain nombre d'années, et qui spécifie bien qu'il y a encore des problèmes visiblement de fondation, en tout cas des problèmes d'ajustement au niveau de la construction. Donc François Levaux, tout en étant très bénévole sur ce chantier, a aussi une part de responsabilité sur certains éléments qui ne se voient plus fort heureusement aujourd'hui, mais qui ont aussi un petit peu pesé sur la suite du chantier. François Levaux décède en 1676 et les travaux ne vont a priori pas s'arrêter particulièrement. Et ils vont reprendre à la suite d'un emprunt que les Marguilliers vont faire en leur nom personnel. Je reviendrai sur la question des Marguilliers dans un instant, mais on se retrouve à cette époque-là en manque d'argent en 1677, et il faut emprunter des fortes sommes avec des constitutions de rente. Donc il y a une nécessité de renflouer les caisses, et le chantier peut à ce moment-là reprendre. Donc, vous voyez que très souvent, en fait, ces chantiers paroissiaux sont un peu des yo-yo dans lesquels justement il faut en permanence réajuster les problèmes financiers et la nécessité de payer et de faire avancer le chantier pour éviter qu'il ne reste finalement en l'état, ce qui serait un problème assez grave. Donc dans ces années, à la fin des années 70, la paroisse rencontre des problèmes financiers assez importants et ils se trouvent là concomitants avec le décès de François Levaux. Ils vont recruter un autre architecte qui s'appelle Gabriel Leduc, qui a notamment travaillé sur le chantier du Val-de-Grâce. Il est très spécialisé, si je peux dire, dans les chantiers religieux. Je ne les énumérerai pas tous, mais c'est un architecte tout à fait, un maître maçon tout à fait reconnu. Et il va proposer à la paroisse, en 1678, la construction du clocher au niveau de la croisée du transept, donc c'est-à-dire ici. Gabriel Leduc donc propose ce dessin, il installe sur la charpente ce clocher qui va perdurer jusqu'au XVIIIe siècle, qui n'est donc, vous l'avez compris, pas le clocher actuel. Et ce qui va se produire, c'est que dès qu'il est réalisé, vous voyez qu'il tient en fait uniquement sur les 4 piliers et peut se déverser potentiellement sur la petite chapelle qui se trouve là. Donc il y a possiblement un problème de poids qui a lieu, puisque dès 1681, c'est-à-dire à peine 2 ans après, une des rares délibérations qu'on ait conservées nous indique que les cloches ne tiennent pas et le tout va s'effondrer. Donc on enlève les cloches. Je reviendrai d'ailleurs sur cette question tout à l'heure quand je parlerai du clocher. Mais ce qui se passe en tout cas en 1681, qu'il faut bien retenir, c'est que justement le chantier est à la peine en réalité, et que cet incident du clocher va être un petit peu ce qui va mettre un terme, en tout cas provisoire, aux différents chantiers, à quoi s'ajoutent, comme je l'expliquais tout à l'heure, les différents problèmes financiers qui deviennent de plus en plus récurrents, puisque plus le chantier avance, plus il demande encore et encore de l'argent.
Donc les dettes que contracte la fabrique sont particulièrement importantes et posent de réels problèmes. Alors, à ce stade de mon propos, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer justement en quoi consiste la recherche d'argent, d'où viennent les sources financières d'une paroisse, et surtout dans le cadre d'un chantier. Je pense que c'est important puisque ça n'a absolument rien à voir avec aujourd'hui, évidemment. Et cela peut probablement, je pense, expliquer certaines choses. Je serai assez brève, mais ce qu'il faut retenir dans le fonctionnement d'une paroisse sous l'ancien régime, c'est que tout ce qui est, on va dire, spirituel, c'est-à-dire les sacrements, les messes, etc., sont gérés, si je puis dire, par le curé et les différents membres du clergé, tandis que ce qu'on va appeler le temporel, essentiellement les aspects financiers, si vous voulez, sont gérés par des paroissiens laïcs, qu'on appelle en l'occurrence des marguilliers. Ces marguilliers fonctionnent sur un système que l'on pourrait assez grossièrement rapprocher du système associatif actuel, toute proportion gardée, puisqu'il y a 4 marguilliers qu'on appelle des marguilliers en charge. Alors, à Saint-Louis-en-l'Île, ils sont le plus souvent 3, parce que c'est une paroisse assez petite et il faut être bénévole, il faut avoir du temps pour le faire et aussi de l'argent, vous allez le voir. Donc, trois marguilliers qui constituent en fait un comité d'exécutif, puisque ces 4 marguilliers, ou 3, ne s'occupent que des affaires, on va dire, courantes, c'est-à-dire la gestion au quotidien des paiements ou des arrivées d'argent. Pour les décisions, il va falloir se réunir en conseil paroissial, en conseil de fabrique plus exactement. Et ce conseil de fabrique est composé d'anciens marguilliers, donc également de laïcs, auxquels le curé peut éventuellement être invité. Vous voyez que c'est une gestion finalement très laïque en réalité. Il y a des subtilités puisque très souvent le curé souhaite récupérer un petit peu de pouvoir sur le conseil de fabrique en réalité, surtout à Saint-Louis-en-l'Île. Mais en tout cas, dans le concret des choses, ce sont les 4 marguilliers en charge qui exécutent les décisions qui sont adoptées pendant les réunions du conseil. Cette gestion-là, en fait, fait que les marguilliers en charge ne sont pas décisionnaires, si vous m'avez bien suivi. Ils sont exécuteurs, mais ils peuvent également aussi proposer. Les comptes se font à l'année et la provenance des financements se fait par plusieurs éléments. J'en résumerai certains. Beaucoup de fondations de messes, bien évidemment. Également des concessions de chapelles qui sont très importantes. Et j'ai cité tout à l'heure Lambert, la famille Lambert, qui avait sa chapelle dans l'église Saint-Louis-en-l'Île. Je n'ai pas parlé des Bretonvilliers, qui avaient également donc leur hôtel sur l'île, qui ont eux été marguilliers. Certains avaient également leur propre chapelle. Donc ces concessions-là étaient très importantes en termes financiers. C'est la raison pour laquelle vous avez plusieurs chapelles dans l'église aujourd'hui, c'est que ce sont d'anciennes concessions familiales. Il y avait également des revenus locatifs, quelques possessions d'immeubles. À Saint-Louis, il y en avait vraiment très très peu, qui permettaient donc d'avoir un revenu assez récurrent, et également des rentes qui sont donc des équivalents d'emprunts aujourd'hui, pour simplifier, et bien sûr des quêtes qui sont faits à la nécessité. Tout cela vous montre que, en réalité, il y a un certain nombre de rentrées d'argent, mais il y a aussi beaucoup de frais. Et les chantiers sont bien sûr des gouffres financiers, ça a toujours été le cas, c'est encore le cas. Mais les marguilliers en charge doivent vraiment jongler avec parfois très très peu de marge. Et parfois, ils doivent payer de leur propre poche ce qu'il manque pour boucler les comptes. Donc c'est aussi quelque chose d'assez important. Alors hélas, pour Saint-Louis-en-l'Île, nous n'avons pratiquement aucun registre de
compte, en tout cas pour la période des chantiers, nous n'en avons aucun. Donc ce que je vous dis là, je le tiens des autres archives paroissiales que j'ai pu étudier, mais on voit vraiment une tension permanente pour essayer donc de régler la balance des dépenses et des recettes qui évidemment les recettes ne sont pas extensibles. Ah pardon, j'ai oublié de vous montrer la suite des images. Donc voici le résultat. Et justement, donc le chantier s'est un peu arrêté de facto dans les années donc 1680. Comme beaucoup de chantiers d'ailleurs à cette époque-là, dans les années 90, vous avez des graves crises de subsistance et puis c'est une période de guerre. Donc il y a beaucoup de chantiers qui sont soit stoppés, soit très fortement ralentis. Donc Saint-Louis-en-l'Île n'y coupe pas. En revanche, Saint-Louis-en-l'Île va être une des premières églises à faire reprendre son chantier, et ce par une raison assez singulière. Et c'est aussi un moyen pour moi de faire la transition avec cette explication du système financier. C'est qu'avec tout ça, en fait, les rentrées d'argent que je vous ai expliquées se font par petits morceaux. Et les paroissiens vont trouver une solution très efficace, mais elle va être rendue possible par un accident qui aura lieu le 2 février 1701, qui est un ouragan à Paris, enfin en tout cas des forts vents qui vont faire de très nombreux dégâts. Et la délibération de 1701 parle d'une chute d'un chevron de la vieille église. Donc dans l'ancienne église, une partie de la charpente va tomber sur les paroissiens, et il y en a un qui va décéder. Donc cet accident va un petit peu propulser les choses, et dès le mois de juillet 1701 va être signé un devis et marché pour la construction donc de la nef. Et cela est rendu possible puisque en 1702, le premier tirage de la loterie est autorisé par le roi. C'est à ce titre que Saint-Louis-en-l'Île est la première paroisse de Paris, en tout cas à ma connaissance, à bénéficier des tirages de loterie qui, jusqu'à présent, n'étaient réservés que pour les hôpitaux et des cas très très particuliers. Il n'y avait pas... Vous savez, les loteries sont interdites sous l'Ancien Régime. C'est un profit sur le hasard, donc c'est interdit par l'Église. Et il n'est autorisé que dans des cas relativement exceptionnels. En 1702, donc le temps de demander les autorisations, il a fallu un petit peu de temps, mais quelques mois seulement. Là, les tirages vont être faits donc en partie au bénéfice du chantier de Saint-Louis-en-l'Île, qui a été un petit peu redynamisé par cet accident, mais également par un acte important qui est la pose de la première pierre, la deuxième, qui a lieu le 7 septembre 1702 par le cardinal de Noailles, Louis-Antoine, qui pose donc la première pierre de la nef. Tous ces événements-là vont faire une forte publicité, et l'intérêt de la loterie, c'est que justement ce n'est pas une source de revenus, j'allais dire pérenne, si vous voulez, il faut sans cesse redemander l'autorisation d'un tirage, mais néanmoins elle fait venir l'argent d'ailleurs que la paroisse, si vous voulez. On va acheter, tout Paris va acheter ses billets de loterie. Vous en avez même parfois de toute la France. Donc l'intérêt, c'est que le financement ne vient plus du local, si je peux dire, de l'île Saint-Louis, mais aussi de ce qui est extra-paroissial. Et ça va bien sûr marcher. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Paris au XVIIIe siècle, il y a eu de très nombreux tirages de loterie, et Saint-Sulpice c'est probablement le chantier qui a le plus bénéficié de cette publicité incroyable. Alors, un petit peu plus tard, dans les années 1720, grâce à l'abbé Languet de Gergy, pratiquement toutes les paroisses vont s'y mettre. Et au XVIIIe siècle, beaucoup d'églises, pas seulement paroissiales d'ailleurs, aussi des églises de couvent, vont bénéficier de cet apport financier, je dirais presque à dire providentiel, en tout cas très, très conséquent d'un seul coup. Vous avez des arrivées de liquide, si je peux dire, de manière
manière très rapide. Donc c'est un moyen très rapide d'avoir des sommes conséquentes. Donc vraiment, les loteries sont un moyen tout à fait fondamental pour relancer ces différents chantiers. Un petit détail, c'est que les premiers tirages sont tirés dans l'hôtel Lambert, puisque c'est à l'époque un des paroissiens, donc Lambert de Torigny. Donc c'est aussi un gage d'une certaine prestance, si vous voulez, et d'une certaine publicité. Donc Saint-Louis-en-l'Île, je le redis, est la première paroisse de Paris à faire cela et va vraiment donner le là à toutes les paroisses par la suite et une bonne partie des églises. Donc là, ce qui va se faire, là vous avez la médaille de la première pierre, donc posée par le cardinal de Noailles, qui est intéressante à plusieurs titres, puisque notamment, donc vous voyez une sorte d'écorché, si vous voulez, du chœur de Saint-Louis-en-l'Île, mais également sur la partie la plus à droite, une grue de chantier avec des ouvriers qui travaillent à ses pieds et donc qui font avancer le chantier, ce qui est une très rare représentation d'un chantier. À cette époque-là, on en a très très peu. Donc là, c'est un cas assez exceptionnel. Et je vous ai mis, maintenant je vais rentrer un peu dans la matérialité, si vous voulez, de cette église, puisque j'ai un petit peu expliqué les différents moments. Je ne reviens pas sur toute la chronologie de la nef, de la construction de la nef. Il y a différents documents sur lesquels je vais revenir, mais ce qui est important de voir et qui explique la diapositive précédente avec cette grue que je vous montrais, c'est qu'on va mettre en œuvre donc ces différents matériaux. Là, vous avez une vue. Alors, en réalité, cette photo correspond à la voûte du chœur, mais la voûte de la nef est tout à fait équivalente. Et je voulais vous la montrer parce qu'elle montre très concrètement ces blocs de pierre. Je pense que vous les voyez bien, qui sont pas énormes, mais qui sont quand même assez conséquents et surtout qui sont tous taillés de manière pratiquement identique, à quelques exceptions près, mais cela correspond à des décalages. Et je voulais vous montrer notamment un détail, qui est donc le détail de la grande pierre qui se trouve au centre, où vous pouvez voir qu'il y a un trou au centre, ce qu'on appelle un trou de louve, qui est donc un objet que l'on insère dans la pierre qui permet de la prendre, en fait, de la soulever et de la transporter avec la grue que je vous ai montrée. Je vais développer un petit peu ça. Ce qui m'intéressait aussi dans cette photo que j'ai regardée il n'y a pas très longtemps, sur laquelle j'ai découvert qu'il y avait des inscriptions. Vous pouvez voir qu'il y a un 14 et un SE. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle des marques de tâcherons, mais ce sont justement des gravures, si je puis dire, pour indiquer la provenance du fournisseur de pierre et éventuellement donc son emplacement sur la voûte. Voilà, je vous montre peut-être un détail peut-être plus parlant de ce trou de louve. Là, voilà, on insère ce morceau métallique et ensuite, donc, ce qui permet de soulever avec la grue que vous avez là, qui est une grue qu'on retrouve absolument partout à l'époque. Saint-Louis n'est pas un chantier qui se distingue des autres, mais pour vous montrer un peu concrètement comment on a fait pour hisser toutes ces pierres là-haut, c'était quand même un travail très important, très dense. Et voilà, vous avez aussi les noms de ces gens. Ici, on a un petit peu plus de détails, puisqu'il s'agit, donc là, c'est dans le devier marché de 1701, donc qui a une sorte de quittance à la fin. Et vous avez les noms de Isidore Chastellin, Pierre Convert et Nicolas Berthier, qui sont trois entrepreneurs qui vont réaliser donc les travaux. Ils sont entrepreneurs en bâtiment. Pierre Convert, ici, est un paroissien. Il habite sur l'île Saint-Louis. Les deux autres ne le sont pas, mais ils font association. Et ces trois entrepreneurs travaillent pour la paroisse, pour la fabrique. Et selon les dessins et les ordres du sieur Pierre Bullet, qui est un architecte très important, bien que méconnu, à peu près contemporain de Jules Radouin-Mansart, Pierre Bullet, donc, qui va diriger d'une certaine manière le chantier.
pour pouvoir donc donner, comme tout architecte, la direction, si vous voulez, des travaux qui sont ensuite gérés par les 3 entrepreneurs ici, qui vont être donc les 3 entrepreneurs de la nef. Vous avez justement, donc je vous ai déjà un petit peu montré ce plan. Le plan réalisé par Pierre Bullet, et donc vous voyez à gauche en noir, en rouge, les piles et les murs de la nef, donc qui vont être construits. Donc ça c'est le plan initial, et je pense que vous serez tout de suite frappé par le fait que, même si vous ne voyez pas l'élévation, que finalement c'est une église, que la nef est identique au chœur. Et aujourd'hui encore, quand vous rentrez dans Saint-Louis-en-l'Île, vous ne voyez pas toute la complexité de ce chantier et les différents moments qui l'ont jalonné. Bien au contraire, on a une impression d'unité tout à fait réelle, qui est tout à fait voulue. Donc le travail en réalité de Pierre Bullet n'est pas tellement d'inventer. D'ailleurs, on ne demande pas forcément toujours ça à un architecte, mais il est là pour donner les dessins, pour vérifier l'exécution des mémoires, pour surveiller un petit peu l'ensemble et vraiment donner une forme à ce chantier. Peut-être un autre détail que vous remarquerez, c'est dans la partie basse, l'emplacement du cimetière, qui correspond aujourd'hui, je y reviendrai tout de suite après, à la chapelle de la Communion. Mais donc déjà, je vous le montre ici, et je reviendrai sur la question de la façade du transept tout à l'heure. Et donc voilà, vous avez sur ce document du minutier central le plan de l'exécution qui, vous voyez, permet de voir que le transept et le chœur sont tout à fait construits, mais la nef donc est en cours de construction par les 3 entrepreneurs que je vous ai indiqués. Ils vont également, je m'excuse pour la qualité de la photo, réaliser donc bien sûr les bas-côtés. Donc vous avez ce qui est intéressant dans ce dessin relativement tardif par rapport au chantier, c'est qu'il vous montre assez schématiquement néanmoins, mais l'emplacement des pilotis et la profondeur à peu près des fondations. Ce n'est pas un dessin qu'il faut prendre à la lettre. Il n'est pas extrêmement en réalité réaliste, si vous voulez, mais il montre bien que les fondations doivent descendre assez bas, que les caves existent, bien évidemment. Elles sont tout à fait importantes, surtout dans une zone aussi aquatique, si je peux dire, que l'île Saint-Louis, c'est une sorte de vide sanitaire, pour pouvoir vraiment permettre à l'air de circuler et d'éviter les différents problèmes. C'est les caves sur la partie qui se trouve à gauche existent toujours, et dans la partie centrale, a priori, il y a la chaufferie. Mais donc voilà, ce dessin montre bien, sur la partie de la nef côté rue Saint-Louis, l'importance de ces fondations. Pierre Bullet, donc justement, on va aussi être demandé pour réaliser un certain nombre de dessins techniques. Celui-ci est conservé à Stockholm, qui est tout à fait intéressant, puisqu'il vous montre l'échafaudage de la voûte. Le dessin, il est précisé et fait pour expliquer où sont posés les reins et les contrebutements, même si vous constaterez que les contrebutements qui sont ici ne sont pas ceux qui ont été réalisés, mais ce n'est pas l'objet du dessin de Pierre Bullet à l'époque. Son dessin, lui, se concentre sur la partie centrale et des éléments de retombées, si vous voulez, des contrebutements. Justement, voilà, je voulais vous montrer ce que l'on ne voit pas, en fait, quand on est depuis la rue, ou en tout cas très difficilement, ce sont ces contrebutements des parties hautes qui se trouvent avec un dessin tout à fait singulier. Il n'y en a pas beaucoup qui aient cette forme justement en volute, et je voulais vous les montrer puisque ils ont été mis en œuvre de manière très très partielle pendant très peu de temps, et ils vous montrent aussi à quel point c'est une époque qui va inventer des formes en termes d'architecture dans les églises, des formes qui ne vont pas toujours perdurer. Je pense que vous avez tous en tête, je ne vous ai pas mis d'image, mais les contrebutements, les arcs-boutants gothiques, qui s'élancent de manière assez impressionnante. D'ailleurs, souvent, vous pensez certainement à Saint-Eustache, par exemple, qui sont très fins et très évidés.
Là, vous avez son exact contraire, et c'est quelque chose qui est mis en œuvre pendant le XVIIe et une partie du XVIIIe siècle. Vous avez donc ces ailerons en volute qui viennent donc contrebuter la partie inférieure dans un dessin tout à fait différent des arcs-boutants gothiques, qui sont plutôt dirigés vers le haut, alors que celui-ci vient faire une sorte de mur butant, qui est tout à fait caractéristique de cette époque. Alors, je vous ai montré quelques exemples très très rapidement. Vous avez en haut à gauche les contrebutements de Saint-Roch, qui sont plus proches d'ailleurs des contrebutements gothiques. Ceux de Saint-Sulpice sont tout à fait dans cette massivité. La photo est peut-être pas du meilleur endroit, mais vous montrez que ces contrebutements se font le long du mur, tout simplement pour laisser passer la lumière. Le grand problème des arcs-boutants gothiques, c'est qu'ils font de l'ombre sur les vitraux. C'est pas très grave, mais n'empêche qu'esthétiquement, ça pose problème. Donc au XVIIe siècle, on trouve cette invention-là, et je vous ai mis cette gravure du Val-de-Grâce, où j'espère vous voyez bien, je pense que c'était ce qu'il montrait le mieux. Vous voyez, on a les mêmes volutes qu'à Saint-Louis-en-l'Île. Voilà, je vous remets Saint-Louis-en-l'Île, et vous avez le Val-de-Grâce, donc qui correspond à ce dessin. Il y en a en réalité assez peu. Cherchez-les bien, mais je pense qu'on peut parler d'innovation architecturale. Ça mériterait d'être creusé, mais on a vraiment là ici quelque chose de très soigné. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai vu cette image, j'ai été frappée par la qualité d'exécution de ces contrebutements qui sont particulièrement, certes, imposants et massifs, mais tout à fait d'une esthétique vraiment, il me semble, convaincante. La suite du chantier va donc s'opérer, comme j'ai dit il y a un instant, par une excroissance, si vous voulez, qui n'est autre donc que la chapelle de la Communion, donc qui est la deuxième chapelle du bas-côté sud, encore actuellement qui existe, donc, et qui va être construit sur le cimetière, dont il ne restera qu'une toute petite portion très congrue, qui sera d'ailleurs source d'un certain nombre de problèmes. Mais en tout cas, cette chapelle de la Communion, son chantier est dirigé donc par Nicolas Liévin et réalisé toujours par des entrepreneurs qui ont la charge financière, si vous voulez, de la chose. Sur la question des architectes, je vous renvoie évidemment au catalogue de l'exposition Dessiner pour bâtir, qui a très bien remis et expliqué ce à quoi sont tenus les architectes à cette époque et les rapports avec les entrepreneurs. Donc la chapelle de la Communion est bien sûr une dévotion importante et tout à fait liée au culte des morts, qui donc nécessite cet établissement d'une excroissance pour permettre aussi d'ailleurs le recueillement des fidèles, pour que la communion se fasse dans un endroit un petit peu retiré et au calme, pour éviter les différents brouhahs. Il y a vraiment une attention portée sur la réception du Saint-Sacrement. Vous avez justement donc le plan de cette chapelle. Vous voyez à quel point on bénéficie d'un nombre d'images absolument colossal pour l'époque. C'est un dossier, celui de Saint-Louis-en-l'Île, qui est rempli d'images, ce qui est quand même assez rare pour le XVIIe siècle. Donc vous avez ici le plan, a priori donné par Liévin, de cette chapelle, alors qui n'a pas exactement été réalisé comme ça, mais à peu de choses près. Vous avez ici le plan des fondations, qui montre bien donc, que sur le pilier central, on a posé 4 voûtes d'arêtes qui existent toujours aujourd'hui, puisque donc, je vous ai pris une photo parmi les fondations qui vous montre bien donc, le pilier central que j'ai montré tout à l'heure, vous l'avez là. Et donc on a enterré effectivement sous cette chapelle de la Communion, encore à ce moment-là. Vous voyez la terre battue directement, elle est là encore aujourd'hui, comme dans la plupart des cryptes que monsieur le curé a permis que donc, je puisse visiter pour comprendre un petit peu comment tout cela s'organise. Voici donc le résultat également de la nef. Ce voûtement tout à fait caractéristique de l'époque classique, on va appeler ça comme ça. J'attire votre attention sur le fait que nous avons ici une réalisation
qui frise la stéréotomie, c'est-à-dire cet art de la découpe des pierres de manière bien sûr très géométrique. Et si vous êtes attentif, vous regarderez la finesse des joints entre les pierres, que vous voyez notamment sur la deuxième et la troisième travée. L'ensemble, en fait, est construit et réalisé et taillé. Surtout, les pierres sont taillées de manière géométrique en amont, selon un dessin géométrique tout à fait raisonné, qui va être entièrement donc ensuite replacé. C'est pour ça que je vous avais montré tout à l'heure ce revers de pierre avec le numéro, qui indiquait donc très certainement l'emplacement précis de cette pierre, qui a été taillée pour un endroit et pas pour un autre. Et ça, c'est vraiment c'est l'architecture à la française, ce que Jean-Marie Pose de Monclos a appelé. C'est vraiment cette qualité de taille de pierre auquel on est arrivé, qui permet de supprimer, la voûte d'ogive. Les ogives qui font justement la voûte, qui alourdissaient finalement un peu l'ensemble. Ici, vous avez une voûte qui tient, si je puis dire, presque par elle-même et qui est d'une finesse d'exécution que je pense sous lequel on passe trop vite. Donc je vous engage à aller la voir. Celle-ci, en l'occurrence, a été réalisée, donc, comme je vous le mets sur la diapositive, sous la direction de l'architecte Jacques Doucet, qui donc passe contrat avec la fabrique pour terminer en réalité l'église, qui à cette époque ne possède pas encore sa voûte au niveau de la nef et au niveau de la croisée du transept. Donc vous avez le revers au niveau de la charpente, qui est une charpente d'ailleurs assez soignée, assez importante, sur 2 niveaux. Là, nous sommes dans la partie inférieure et je vais vous montrer la partie supérieure qui est très difficile à prendre. Mais donc, la photo, nous sommes ici, qui est une charpente assez intéressante d'ailleurs, mais bon, je n'ai pas trop le temps d'y revenir, qui d'ailleurs a bénéficié de nombreuses restaurations au début des années 2000 pour quelques problèmes de structure en l'occurrence. Voilà, je vous ai mis quelques détails qui me semblaient tout à fait intéressants, puisque vous avez les chevilles, vous voyez, qui sont fichées dans les poutres, et vous avez encore les marques des chiffres, vous voyez, des charpentiers pour pouvoir localiser donc les différents morceaux de poutre pour les placer bien évidemment au bon endroit. Donc vous avez sur la première, la deuxième, etc. Donc il y a vraiment, c'est assez intéressant de les voir. C'est pas toujours possible de le faire. Je suis montée dans d'autres charpentes où on ne les voyait pas, mais ici à Saint-Louis, elles sont particulièrement bien visibles et on voit, vous voyez, la qualité de ces poutres assez massives et en même temps assez grossièrement taillées. On voit vraiment une réalisation très intéressante de ce point de vue. Et donc voilà, vous avez cette très belle vue, si je puis dire, pour couronner un petit peu l'ensemble, cette voûte de la croisée, qui est donc confiée à l'architecte Jacques Doucet, qui réalise donc l'ensemble de ce couvrement tout à fait magnifique. Vous pouvez faire une comparaison notamment avec la très belle voûte, par exemple, de Saint-Louis des Invalides, dans le même genre. Vous avez bien sûr l'église Saint-Sulpice, l'église Saint-Roch. Beaucoup de ces églises-là qui sont méconnues offrent justement ces qualités de réalisation qui sont tout à fait impressionnantes et qui se distinguent vraiment, il me semble, du système de construction gothique, peut-être un peu plus frustre sur certains aspects, qui là donne une qualité de voûtement tout à fait remarquable, et en plus ici, pour ce qui est de la croisée, rehaussée de différentes sculptures monumentales qui sont tout à fait belles. Et vous aurez reconnu le blason avec les 3 fleurs de lys, je ne sais pas si la photo est suffisamment grande, qui sont bien sûr le rappel des armes royales, puisque Saint-Louis-en-l'Île est une paroisse qui se veut royale, puisqu'elle porte le nom d'un auguste ancêtre de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. Bien sûr, il y avait une volonté à donner le nom de Saint-Louis à cette église, d'abord parce que c'est l'île Saint-Louis, mais aussi pour s'attirer les bonnes faveurs du roi, qui de temps en temps d'ailleurs a donné un petit coup de pouce financier d'ailleurs. Alors, je terminerai un petit peu cette présentation, vous voyez, de ce chantier qui s'est fait par morceaux, un petit peu par saccades, par 2 dossiers, si je puis dire.
sur lequel je voudrais revenir de manière un petit peu plus détaillée. D'abord, celui de la façade, puisqu'en réalité, ce que vous avez là aujourd'hui, c'est une église inachevée. Elle n'a pas de façade. Et il était bien question qu'il y en ait une, parce que peut-être après tout, il y a des difficultés qui ne le permettent pas. Mais il a toujours été question qu'il y en ait une. Il y en a eu avant celle-ci. Alors là, je vous mets évidemment la photo actuelle, enfin presque actuelle. C'était une photo un petit peu plus ancienne, mais je n'avais pas plus récent. Donc prise de la cour de l'école, comme vous pouvez le constater, qui vous montre très bien que c'est un mur, vous voyez, qui est un mur en réalité de remplissage. On voit bien, c'est du moellon, ce sont des petites pierres. Ce n'est pas vraiment un mur qui est supposé le rester, n'empêche qu'il l'est encore. Et il va le rester encore un bon bout de temps, il me semble. Mais à l'origine, enfin, en tout cas dans les débuts du chantier, la façade, bien sûr, en attendant que la nef soit construite, est placée ailleurs. Alors justement, c'est l'image que j'ai utilisée au début de cette conférence, qui était à ma connaissance inédite, avant que je tombe un petit peu par hasard sur. C'est un almanach qui fait la promotion des loteries, et vous avez ce petit médaillon pour Saint-Louis-en-l'Île qui vous montre justement le chantier en cours, vous retrouvez le système des crues, vous connaissez maintenant, et donc effectivement, non seulement le clocher, sur lequel je reviendrai tout de suite après, mais également donc la façade. Alors bien sûr, ce sont des gravures qui ne sont pas des photographies, donc il ne faut pas le prendre une fois de plus à la lettre, mais on peut tout à fait donc le rapprocher de cette partie-ci de l'église qui se trouve là, qui est maintenant la chapelle Sainte-Geneviève, qui a été installée un petit peu plus tard, je vais y revenir. Voilà, je vous ai fait justement une petite superposition de plans qui moi-même m'a beaucoup éclairé, puisque c'est un détail d'un plan actuel, et vous retrouvez ici les deux piliers que vous aviez là. Je ne sais pas si tout le monde situe bien, hein, vous les avez ici. Et donc aujourd'hui, donc là, vous avez la chapelle Sainte-Geneviève, l'autel ici, et à l'origine, l'entrée se faisait tout à fait par là. Donc il y avait probablement des marches à cet emplacement-ci. Et on a tout simplement muré l'ensemble. Donc vous voyez aujourd'hui un résultat un petit peu étonnant, mais les pilastres que vous avez ici sont à l'emplacement des colonnes doriques que vous aviez avant 1735. Donc même si la lecture de cette façade pose encore un petit peu de problème, la superposition des plans montre bien qu'on s'en est tenu à l'entourage, si vous voulez, et qu'on a plaqué, rajouté des éléments pour fermer, pour clôturer complètement l'ensemble. Et cela n'a été fait donc en 1735, quand on a créé la chapelle Sainte-Geneviève. Pourquoi avoir créé la chapelle Sainte-Geneviève ? Tout simplement pour fermer cette porte qui permettait d'accéder à l'église pendant les travaux, quand la partie basse, la nef n'était pas construite, on y accédait par cette entrée-là. Dans la mesure où en 1735 la nef était construite, cette porte n'avait pas particulièrement plus raison d'être, on va dire, puisque l'entrée se faisait par l'actuelle porte que vous connaissez sans doute. Et donc, ça permet de récupérer tout simplement un espace pour créer un hôtel supplémentaire, qui est d'ailleurs une des très très belles chapelles de Saint-Louis. Et ce mur, donc, a priori, donc, est réalisé en 1735, tout simplement pour donc, installer cette chapelle. On supprime juste, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ces parties-ci, là, les anciens murs qui contenaient la porte, et on va le reporter un petit peu plus loin, ici, à cet emplacement-là. Donc, une fois qu'on a fermé la porte, il faut effectivement donc en créer une. Celle que nous pratiquons aujourd'hui est une porte, si je puis dire, d'attente. Hein, évidemment, ce n'était pas celle qui était prévue. Mais nous savons par un mémoire de 1758, qui est un mémoire adressé au roi, puisqu'il se trouve dans la série O1 de la Maison du Roi, qui dit bien qui est un mémoire très alarmiste, indiquant les nombreux problèmes que rencontre le bâtiment à ce moment-là. Et parmi les éléments qui sont pointés, a priori ce sont les paroissiens qui écrivent ce texte, il est expliqué donc qu'il n'y a que la moitié des dernières arcades jusqu'à la clé seulement qui ne sont pas achevées, lesquelles sont à côté sur un mur pignon postiche assez mince,
qui n'a pas la solidité à demeure, donc qui n'est pas qui ne devrait pas rester. Hein, il n'a même été fait qu'en attendant la construction d'un portail et des dernières demi-arcades qui, alors, seraient en état de retenir la butée du tout. Donc, justement, on justifie dans ce mémoire la création d'une façade pour contrebuter aussi la nef, tout simplement, d'un point de vue structurel et statique, si vous voulez, qui permettrait donc justement de régler différents problèmes. Bon, faut pas s'inquiéter, les mémoires adressées au roi sont souvent assez alarmistes pour tenter quand même d'avoir un minimum de choses. Mais il y a clairement, je ne détaille pas ce mémoire qui est tout à fait intéressant, mais il y a vraiment de nombreux points qui sont notés et l'attente d'une façade est particulièrement criante. Cela ne pourra pas se faire puisque en fait le bâtiment, la parcelle n'appartient pas à l'Église et il n'y a probablement pas assez d'argent ou en tout cas pas assez de volonté pour racheter le terrain ou en tout cas trouver assez d'espace pour dégager la façade et en créer une qui soit conséquente. À ma connaissance, il n'y a aucun projet de façade, de dessin de projet de façade qui existe pour Saint-Louis-en-l'Île, mais on peut tout à fait en trouver d'autres plus tard. J'ai un petit souci, c'est que le carton qui concerne cette parcelle-là est signalé comme manquant aux archives nationales, donc j'espère qu'un jour il réapparaîtra et qui permettra de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui a vraiment fait qu'il n'y a pas eu de façade. Est-ce que c'est simplement la question financière ou est-ce que ce sont des choses un petit peu plus délicates, de rapport de voisinage par exemple, qui pourraient l'expliquer. Et je termine, bien évidemment, par la dernière partie du bâtiment qui a été donc mise en œuvre, qui est le clocher. Clocher étonnant, je pense que si vous l'avez tous vu, il laisse un peu perplexe. C'est probablement un ouvrage tout à fait unique dans la skyline parisienne. Et je pense qu'il en est d'autant plus attachant. Et ce qui m'amène aussi à consacrer quelques minutes plus particulièrement à lui, c'est que non seulement la restauration de ce clocher va commencer après au moins au plus tard l'année prochaine, des dires de la ville de Paris, qu'on a confirmé tout à l'heure, puisque vous savez qu'il est actuellement sous filet dans un assez mauvais état. Et aussi puisque les recherches en archives m'ont permis de trouver le devis et marché de construction de ce clocher qui a permis de changer aussi l'attribution de ce clocher qui jusqu'à présent était attribué à l'architecte Udo de Maclaurin, qui est un architecte qui a travaillé à Saint-Sulpice. Et Michel Gallet avait été dans le sens de cette attribution sans toutefois être très catégorique, mais on l'attribuait à cet architecte jusqu'à ce que donc il soit trouvé un autre document. Alors, avant de parler de ce clocher-là, je vais revenir très rapidement sur le premier clocher, puisqu'il y en a eu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, plusieurs, et donc le premier clocher a été placé donc à la croisée du transept en 1680. Donc je vous avais dit, c'est une œuvre de Gabriel Leduc qui est placée, mais qui pratiquement dès le début va poser problème, puisque je ne l'ai pas mis dans mon sens, je m'excuse, mais la délibération de 1681 rapporte que donc le beffroi est si étroit en fait que les cloches, en les sonnant, se frayent des deux côtés du beffroi, ce qui pourrait casser les cloches et ruiner à l'avenir le beffroi. Donc le beffroi qui est placé dans la charpente. Et ce beffroi, justement, à l'instar des cloches, au lieu d'être appuyé et soutenu sur un bois de charpenterie, détaché, séparé de la charpenterie des clochers, donc une charpenterie pour le beffroi, une charpenterie pour l'église, si vous voulez. Celui-ci appuie à faux, porte à faux donc, étant soutenu par les appuis du cul de lampe du dit clocher. C'est un peu plus subtil, mais ce qu'à longueur de temps, donc, qui pourrait causer du dommage et entraîner la ruine du dit clocher. Donc, les 4 cloches étaient si éloignées les unes des autres à cause d'autres cloches, en sorte que déjà par diverses fois les cordes ont été rompues et seraient tombées justement en sonnant dans l'église, ce qui crée justement un danger de blesser les différents paroissiens. Donc, vous voyez, un an après la construction, il y a ces différents problèmes qui vont faire que les cloches vont être déposées et placées
a priori, si j'ai bien interprété les archives, dans ce petit bâtiment qui est à l'emplacement même du clocher actuel. Et donc le clocher qui se trouvait ici, que vous voyez ici donc sur la gravure que j'ai déjà montrée, va être démonté, et certains avancent la date de 1740, mais sans réalité. Vous voyez que le mémoire de 1758 parle donc qu'on a été obligé de démolir le clocher, mais pour éviter d'augmenter justement les fractions des voûtes et soulager le fardeau. Mais la date n'est pas donnée, donc je n'ai pas de date précise à l'heure actuelle, mais néanmoins, il est question dès 1680, bien sûr, de construire un autre clocher. Et donc, ce qui va être fait, c'est qu'on va faire du neuf avec de l'ancien, comme très souvent, surtout dans les paroisses, et on va récupérer donc le petit clocher que vous avez montré, enfin le petit tour carré que je vous avais montré sur le plan de Turgot. On va reprendre la base, qui est donc celle-ci. Vous voyez, la base, vous la devinez carrée, hein, ça correspond au clocher actuel. On va la rhabiller avec notamment ce système, vous voyez, d'un oculus avec ces guirlandes et ces faisceaux de licteurs qui sont ici avec une sorte de médaillon ici. Cette base carrée, on va lui adjoindre un entablement avec des motifs de glyphes, donc vous voyez, qui se succèdent ici, et on va donc rajouter cette pyramide étrange entièrement en pierre. Alors le devis et marché donc, que j'ai retrouvé, qui se trouve dans l'étude notariée de la paroisse, signale bien la qualité des pierres, et on essaye de choisir vraiment la meilleure qui soit. On prend une qui soit la plus dure possible, puisqu'elle va être particulièrement travaillée, hein. Vous voyez ici sur ce dessin les oculus qui sont creusés, enfin les ovales, je ne sais pas comment appeler ça, qui sont creusés et qui existent encore aujourd'hui, qui font vraiment de ce clocher une œuvre d'une grande légèreté, d'une grande finesse, mais aussi donc d'une grande sensibilité. Et ces dessins inédits donc, qui se trouvent dans l'axe du devis et marché que donc, j'ai pu trouver dans le minutier central des notaires, est donc attribuable, en tout cas, à l'architecte François-Antoine Babuti des Godets, qui donc signe le contrat en 1764 et le clocher est réalisé dans l'année suivante. C'est notamment l'entrepreneur Guillaume Caillou qui est paroissien, qui se charge de la réalisation. Le maître fondeur Després pour ce qui est des cloches. Et vous voyez, donc ces dessins sont inédits et tout à fait magistraux, en dehors du fait qu'ils soient d'ailleurs très grands. Ils montrent bien une singularité qui attise beaucoup ma curiosité quant aux travaux à venir, puisque donc, vous pouvez constater, notamment, que le beffroi, donc, qui est la structure qui tient les cloches, qui est indépendant, bien sûr, du clocher lui-même, se retrouve, vous voyez, enserré entre la partie, la base quadrangulaire et la pyramide. Ce qui fait, en réalité, du clocher de Saint-Louis-en-l'Île une autre singularité, c'est qu'il n'a pas d'abasson. Si vous regardez bien vos clochers, vous verrez qu'il y a ces lamelles de bois qui viennent fermer les fenêtres, qui permettent au son de passer et en même temps à la pluie de ne pas rentrer, ce qu'on appelle des abassons. Ici, il n'y en a pas et c'est fait pour, puisque c'est la pierre qui va servir d'écrin et permettre néanmoins au son des cloches de se propager. Donc il y a vraiment dans le travail de François-Antoine Babuti des Godets une très très grande finesse. Alors j'évoquerai juste un petit peu son parcours, puisque je suis en train en ce moment d'écrire un article qui j'espère paraîtra en fin d'année ou si ce n'est l'année prochaine sur ce clocher justement. Babuti des Godets est le petit-fils d'Antoine des Godets, l'architecte professeur à l'Académie d'architecture, très célèbre notamment pour ses ouvrages sur Rome entre autres.
Et il est aussi le fils de François Babuti, qui est un célèbre libraire et imprimeur, souvent assez proche des jansénistes. Il a beaucoup été. Donc, il a été orphelin très très jeune, mais il a progressivement constitué une clientèle assez conséquente. Il a fait quelques autres travaux. Et en 1765, quand le clocher est terminé, en réalité, il a à peu près, il a une cinquantaine d'années. Et il est pratiquement au sommet de sa carrière. Sauf que sa carrière se terminera l'année suivante, puisqu'il meurt à 54 ans, justement, en tout cas 50 ans, pour une raison que l'on ignore, mais sa carrière est arrêtée. Et d'ailleurs, ce sera sa veuve qui va recevoir les derniers paiements pour son travail sur le clocher de Saint-Louis-en-l'Île. Donc, cet architecte qui j'espère sera un petit peu plus connu dans quelques temps, a fait vraiment ici une œuvre très, très singulière, comme vous pouvez le constater, tout à fait originale, effectivement. Et il me semble que c'est vraiment un chef-d'œuvre de pierre, comme les artistes français savent faire au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui est là tout à fait mis en œuvre et qui, je pense, est un des chefs-d'œuvre, il me semble, de l'église Saint-Louis. Je vous remercie.